crois que c'était appétit de pouvoir des barons du Likoud, des deux personnes dont vous parliez, Israël Katz d'une part et Miri Regev d'autre part, appétit de pouvoir et volonté féroce de succéder à Netanyahou les a fait aller vite, un peu vite en besogne. Comme chaque lundi, nous avons le plaisir de retrouver Richard Darmon, qui est géopolitologue et analyste politique, et nous allons ensemble essayer de décrypter un peu les derniers développements politiques en Israël. Richard, bonjour, Boker Tov. Bonjour et shalom. Alors, on va parler bien entendu avec vous de ce qui se trame actuellement au Likoud. On parle de tension. On vient de le dire dans la revue de la presse, tension entre Miri Regev et Israël Katz qui semble déjà vouloir se partager la succession de Binyamin Netanyahou alors que celui-ci n'a pas encore du tout signé d'accord de plaidoyer. Est-ce que finalement le Likoud n'est pas en train de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, si l'on peut dire de cette manière? Est-ce qu'il ne se livre pas à des combats prématurés aujourd'hui? On a plutôt l'impression, d'autant que, si vous voulez, il n'est pas du tout clair et pas du tout acquis, comme l'a déclaré Israël Katz, l'un des candidats présumés il y a quelques jours, en disant que la course à la succession de Netanyahou était déjà ouverte. C'était aller vite en la matière, comme vous le soulignez, parce que d'abord ce fameux accord juridique qui est censé intervenir entre Netanyahou, ses avocats et le procureur de l'État, le parquet, n'a pas l'air de se profiler dans les jours qui viennent. Et comme Mandelblit, le procureur général, prend sa retraite, si j'ose dire, en tout cas, abandonne son poste à son terme lundi prochain, on voit mal comment un tel accord pourrait intervenir, d'autant qu'il y a une certaine procédure qui demande du temps. Et donc, je crois que c'était appétit de pouvoir des barons du Likoud, des deux personnes dont vous parliez, Israël Katz d'une part et Miri Regev d'autre part, appétit de pouvoir et volonté féroce de succéder à Netanyahou les a fait aller vite, un peu vite en besogne. Une position beaucoup plus, je dirais, intelligente et discrète en même temps fut celle ce week-end du candidat le mieux placé, notamment d'après les sondages, à la succession de Netanyahou, l'ancien maire de Jérusalem, Nir Barkat, qui a calmé ses partisans en disant que, je vais vous dire ce qu'il a dit, c'est assez intéressant, que j'ai soutenu Netanyahou pendant de nombreuses années, donc a dit Nir Barkat, afin de l'encourager à diriger le pays et le parti, et je le soutiens aussi actuellement en respectant toutes les décisions qu'il va prendre. Ces jours que nous traversons ne sont pas très faciles pour lui. Aussi voudrais-je le fortifier, le soutenir, et tout à fait, et spécialement maintenant, nous devons rester unis à l'intérieur du parti afin de renverser le mauvais gouvernement qui nous dirige. Donc en fait, Barkat a pris une position assez fine, alors qu'il est le mieux placé et de loin pour succéder à Netanyahou. C'est ça, parce que Israël Katz ni Miri Regev ne sont parmi les favoris, on va dire, en cas d'élection primaire pour le Likoud, c'est-à-dire avec la participation de l'ensemble des adhérents, des 140 000 adhérents du Likoud, parce que même si Israël Katz est très populaire au sein du comité central du Likoud et qu'il peut être effectivement provisoirement le président du parti, il a très peu de chances d'être élu de manière définitive à la succession de Binyamin Netanyahou. Tout à fait. Sa rivale Regev, elle plafonne autour de 6% dans les sondages, c'est vraiment dérisoire. Et Israël Katz ne dépasse pas les 15 face à Barkat. Quelques sondages en donnaient un petit peu plus, mais Barkat a au moins 10-15 points d'avance sur Israël Katz. Donc, si vous voulez, et il ramènera, d'après les sondages, un nombre assez important de sièges au Likoud, presque équivalent à celui d'aujourd'hui. 29 au lieu de 30. Et donc, est-ce que ce qui explique... Richard, si vous étiez, vous, par exemple, un conseiller de Binyamin Netanyahou, est-ce que vous ne pensez pas que le moment serait venu que l'ancien Premier ministre essaye, justement, pour éviter un éclatement de son parti, essaye de faire de l'ordre, peut-être de désigner quelqu'un qui serait son successeur, s'il, lui, était contraint de se retirer de la vie politique? Écoutez, ça c'est rationnel, l'argument que vous avancez,
Et on aurait pu supposer déjà depuis de fort longues années qu'un leader de cette dimension, qui a réussi tellement de choses comme Netanyahou dans sa carrière politique, qui a été si longtemps au pouvoir, avait le temps et avait la disposition d'esprit pour désigner un successeur. Malheureusement, tous les gens qui ont été ministres, qui ont été bien en vue au Likoud, en fait, Netanyahou s'est brouillé avec eux, et donc il y a, je dirais, dans sa propre position, une capacité à voir après lui le déluge, d'une certaine manière. Il est incapable de nommer, de mettre en avant un successeur, ce qui est quand même une carence, parce que tout grand leader doit aussi penser à l'avenir. Et donc là, on a l'impression qu'il y a une sorte de blocage psychologique qui est lié à sa conception de son rôle. Et donc, bien sûr que si nous conseillons Netanyahou depuis de longues années, déjà, il aurait dû préparer sa succession. Or là, on est dans une course de vitesse avec cette perspective d'accord, c'est très compliqué. D'ailleurs, il n'est pas dit non plus, il faut quand même le signaler, toute la classe politique et médiatique était en attente fébrile ces derniers jours en disant, c'était le cas dans les télévisions, les chaînes de télévision, que chaque jour qui passait ou chaque heure qui passait écartait la possibilité d'un tel accord, parce que comme je le disais, ça demandait du temps, mais en fait, c'est assez faux ce compte à rebours, parce que bon, c'est vrai, Mandelblit, quant à lui, quitte son poste dans une semaine. Mais comme le procès risque de durer entre 5 à 7 ans, un procès avec plein de méandres et de difficultés, il aura bien l'occasion, même avec les successeurs provisoires et définitifs de Mandelblit au poste de procureur, il aura l'occasion, si il pense que c'est une bonne chose pour lui, de pouvoir tenter donc d'arriver à un accord. D'autant que c'est un peu l'opinion des pour et des contre qui se sont affrontés depuis une semaine dans la presse israélienne et dans les médias, ceux qui sont pour l'accord, ceux qui sont contre. En tout cas, tout le monde est d'accord pour reconnaître que une des choses positives qui pourrait être derrière un accord, encore faut-il savoir quel est son contenu, eh bien, c'est que ça mettrait enfin un terme à la saga Netanyahou, peut-être les plus anti-Netanyahou disent à l'ère Netanyahou, en tout cas au schisme que cette affaire et ces procès sont en train de perpétuer dans le pays. Et si ça devait durer 5 ans, 7 ans, et d'ailleurs, quelle que soit l'issue d'un procès, s'il ne devait pas y avoir d'accord, il y aurait donc un verdict de justice. Et dans les deux cas de figure, si Netanyahou était acquitté, ceux qui étaient contre, le fait qu'il rende les armes dans un accord et diront mais c'était fabriqué de toutes pièces, c'était une farce. Et ceux qui étaient pour diront de toute manière en fait, tout ça n'a servi à rien puisque il est acquitté. Et s'il était condamné, ce serait la même chose, c'est-à-dire qu'il y aurait toute une partie du pays qui n'accepterait pas ce jugement. Alors... Et ceux qui sont contre Netanyahou par pure haine contre lui continueraient à faire exister cette fracture. Donc, si vous voulez, tous les éléments rationnels, au-delà du problème de la succession, poussent devrait pousser l'entourage de Netanyahou et l'ancien Premier ministre lui-même à accepter de trouver un compromis. Encore que, et je dirais un dernier mot, le point central dans cet accord, c'est que évidemment la justice, le parquet met comme condition sine qua non qu'il soit écarté pendant ce qu'on appelle en hébreu kalon, qu'il soit écarté pendant 7 ans de la vie politique, 7 ans au moins, parce qu'il y a un projet de loi qui pourrait porter cette période à 14 ans. Mais en tout cas, ça signifierait que Netanyahou quitte la scène politique. Or ça, on voit mal comment il peut l'accepter, puisqu'il se sent, lui, il se dit innocent, et puis il est incapable de voir qu'est-ce qui peut exister après lui. Alors, je voudrais qu'on revienne sur un développement qui vous a certainement pas échappé hier, c'est qu'au sein du Conseil des ministres, le parti Amina a voté concernant la commission d'enquête sur les sous-marins de manière assez étonnante pour 3 ministres au sein du gouvernement qui sont du parti Amina. L'un vote pour, c'est Matan Kahana, le ministre des Cultes. L'une vote contre, c'est Ayelet Shaked, ministre de l'Intérieur. Et le troisième, c'est le Premier ministre, Naftali Bennett, qui s'abstient. C'est tout à fait étonnant, n'est-ce pas, de la part d'un parti qui est presque le parti au pouvoir, on va dire, d'une certaine manière. Enfin, disons qu'il y a des hommes de ce parti qui sont au pouvoir, mais c'est certainement pas un parti de pouvoir. C'est un parti qui a de faibles structures, qui est, comme vous disiez, qui continuera d'être divisé.
Et sur ce vote d'hier, en fait, on peut comprendre que c'était des positions individualistes ou individuelles de chacun de. Bon, le Premier ministre a coupé la foire en deux. Sa ministre de l'Intérieur a voté contre. Et voilà, on a, si vous voulez, un parti Yamina qui est, si vous voulez, qui a monté une coalition de circonstances un peu par hasard, compte tenu des blocages du système politique israélien, et qui n'est pas un organisme qui fonctionne avec des débats, avec des résolutions, etc. Donc c'est pas très surprenant, à vrai dire. Alors, l'un des développements aujourd'hui également de ce début de semaine, eh bien, c'est la démission de la Knesset d'Aryeh Deri, le leader du parti Chasse, qui va rester président du parti Chasse, mais qui quitte, on va dire, le Parlement israélien. Vous pensez, Richard, que ce départ d'Aryeh Deri affaiblit l'actuelle opposition, qu'il risque de poser des problèmes à l'accord, en fait, cette coalition entre Netanyahou d'un côté et le Likoud et les orthodoxes de l'autre? Écoutez, oui, c'est Aryeh Deri, c'est une figure qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas, et qu'on ait approuvé ou pas approuvé son retour à la politique après 3 ans de prison et une condamnation avec 3 chefs d'inculpation, qui ressemble d'ailleurs à celle qui pèse sur la tête de Netanyahou maintenant. Qu'on l'apprécie ou non, de toute manière, c'était un élément essentiel dans l'axe Likoud parti religieux, cette fameuse alliance qui a duré une dizaine d'années. Et hier, dans une lettre adressée au président de la Knesset, Miki Levy, Aryeh Deri a donc appliqué l'un des 3 points du deal, justement, de l'accord que lui avait passé avec Mandelblit pour mettre fin à ses positions. Il lui a donné une lettre de démission, donc il a démissionné de la Knesset. Le deuxième point, c'était qu'il devait admettre avoir commis ce qu'on appelle des erreurs mineures au niveau de la fraude par rapport aux impôts, et il devait payer aussi une somme de 180 000 shekels, ce qui est pas énorme. 40, si je me trompe pas, ça fait 40 000 euros, un peu moins de 40 000 euros au fisc. Et donc, cet accord a commencé à être appliqué. Bon, je l'ai dit, il avait déjà été condamné en 99. Il était revenu ensuite à la politique, justement après la période d'éloignement, le Calonne de 7 ans, en 2000. Il était redevenu président du Chasse en 2013. Et il a été élu ensuite à la Knesset. Et ce qui est quand même intéressant à noter, indirectement pour nous francophones, c'est que c'est comme ça que ça se passe quand puisqu'il était aussi député, il va quitter son siège donc de député à la Knesset. Qui va le remplacer? Eh bien, c'est le suivant dans la liste du Chasse. C'est le député, l'ex-député Rabbi Yosef Tayeb, qui est leader de la campagne et de la branche francophone du Chasse. Et voilà, il y aura donc un francophone de plus à la Knesset, un personnage qui a fait beaucoup pour l'ALIA des immigrants francophones à Jérusalem. Et donc, c'est un événement qui, oui, risque d'entraîner une certaine zizanie aussi à l'intérieur du Chasse, pour savoir, non pas qu'il va succéder à Deri, il restera le président, mais si vous voulez, il aura évidemment moins de pouvoir. Et comme je le soulignais dans un autre commentaire, ce serait assez curieux d'une part de le voir quitter la Knesset en tant que député, mais de le voir revenir assister aux réunions du groupe parlementaire en tant que président du Chasse. C'est une retraite, une demi-retraite finalement, s'il arrive à assumer son poste de président du Chasse, ce qui n'est pas évident à long terme. Eh bien, merci beaucoup Richard Darmon pour toutes ces précisions et toutes ces explications sur les derniers développements politiques en Israël. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt.